Nos modes de pensée ont évolué. Le temps presse. Aujourd'hui, il est plus que nécessaire de changer d'approche. Entrepreneur, investisseur, élu local ou national, réveille-toi. Ouvre ton esprit, aiguise tes sens et adopte un autre point de vue. Bienvenue dans Vision d'Aigle. L'entretien des aigles. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel entretien des aigles avec Matteo Dominici. Aujourd'hui, on va parler des enjeux durables, c'est-à-dire l'agriculture, le stress hydrique et évidemment l'environnement. L'agriculture redevient un enjeu clé de la souveraineté en France. Qu'en est-il du point de vue italien et méditerranéen ? Comment les peuples et les nations sont-ils touchés par le changement climatique, Matteo ? Salut Olivier, merci encore toujours pour cette invitation. Aujourd'hui, c'est sous l'œil de tout le monde, on le voit avec la crise climatique, les incendies qu'il y a en ce moment, la sécheresse qu'il y a, que ce soit en France, que ce soit en Italie surtout. En Italie aujourd'hui, on a le Pô qui est le plus grand fleuve qui est à sec depuis le début de l'été. Donc tout ça fait si que les changements climatiques sont au cœur des préoccupations internationales. Car à la fois ils entraînent des phénomènes totalement imprévisibles et incontrôlables. C'est ce qu'on est en train d'assister, ce dont on est en train d'assister en France avec les incendies, ce qu'on est en train d'assister en Italie, donc avec cette sécheresse. Mais automatiquement, à partir de l'aspect climatique, il y a tout autre type de crises qui s'engendrent, et notamment les crises alimentaires, environnementales, socio-économiques et migratoires, qui sont de plus en plus fréquentes, notamment à partir de l'Afrique, du proche Moyen-Orient, de l'Amérique du Sud, de l'Asie. Donc, disons que les crises climatiques ne sont pas seulement des crises d'un point de vue environnemental, mais aujourd'hui deviennent de plus en plus des crises socio-économiques, très importantes. Et c'est le cas aussi de l'Italie. L'Italie aujourd'hui est un pays qui est tourné vraiment, il est toujours au centre donc, de la Méditerranée, et au centre de toutes les voies de migration. Donc ça, automatiquement, ça va impacter sur un pays qui a quand même une superficie médiocre, la moitié de la France, et qui a une population assez conséquente, avec des flux migratoires de plus en plus fréquents, dus à de nombreuses aussi variantes environnementales, devient compliqué à gérer. C'est les crises du futur, ça va être des crises sociopolitiques de plus en plus réelles. Et aujourd'hui, on l'assiste, le nouveau pétrole d'aujourd'hui, je suis désolé de l'admettre, et c'est triste, mais c'est l'eau. C'est l'eau. Et c'est l'eau aussi dans des régions comme la mienne. Moi, je suis du Piémont. On est notamment un pays, une région d'Italie qui est au pied des montagnes, qui est censée avoir des réserves hydriques d'un certain niveau. Et cette année, c'est très, très compliqué. Donc, l'impact sur l'agriculture, sur les ressources, la gestion des ressources naturelles, sur l'économie d'un pays et bien sûr sur le bien-être des citoyens est bien réel. Et il faut agir, bien sûr. On le dit depuis un moment, il faut agir. Mais même en agissant, ça ne va pas se résoudre si facilement. Donc il faut vraiment trouver de nouveaux moyens, de nouvelles stratégies pour prévenir. Et qui est toujours mieux que guérir. Oui, les solutions existent. Nous ne vivons pas l'apocalypse, mais nous subissons par contre les conséquences des multiples erreurs générées par les générations des années 50 à aujourd'hui. Peux-tu nous parler de quelques cas pratiques de ces solutions qui ont été mises en pratique, à ta connaissance ? Alors, à ma connaissance, comme je te disais tout à l'heure, il y a un pays que j'apprécie beaucoup pour les avancées et les visions pour le bien-être de ses citoyens, qui est le Royaume du Maroc. Le Royaume du Maroc, c'est un pays qui n'a pas de réserve en pétrole. Donc, c'est pas un pays que l'on pourrait considérer comme un pays rentier de réserves pétrolières, certes, mais il a 75% des réserves de phosphate dans le monde. Alors, les phosphates, bien sûr, quand on parle de phosphate, on parle d'agriculture, on parle de tout ce qui va permettre au monde de se nourrir. Alors, ça, c'est une très bonne chose.
C'est un pays qui a su diversifier de façon inéquivocable ses incomes, hein, ses entrées. Donc c'est un des pays qui a le plus d'investissements directs de l'étranger, les IDE, sur son sol, qui déploie dans différents projets, que ce soit infrastructurel. Hein, c'est le premier pays d'Afrique à avoir eu son TGV. Tangemed est aujourd'hui un port stratégique dans tout ce qui est hub logistique sur la Méditerranée, donc c'est quelque chose de très imposant. Il y a un parc d'énergie renouvelable, que ce soit le solaire que l'éolien, qui fait du Maroc un point névralgique. Et aujourd'hui, il se positionne comme un point stratégique pour tout ce qui est le développement, on va dire, des interactions nord-sud, sud-sud, donc porte vers l'Afrique. Et c'est quelque chose que je considère plutôt imposant et important. Mais il y a une dynamique qui est stratégique. Le Maroc est aussi un pays qui a une sécheresse accrue, qui est un pays qui est classé par la Banque mondiale dans les pays à risque en termes de sécheresse, et qui a environ 20, 25, voire 30% de son PIB qui est axé sur l'agriculture. Donc un pays comme ça doit trouver absolument des solutions avant qu'il soit trop tard. Qu'a-t-il fait, enfin qu'ont fait plutôt les instances institutionnelles, politiques et bien sûr la vision du roi Mohamed VI pour faire ça, pour combler ces problématiques? On a décidé de réouvrir à travers le pacte d'Abraham de 2020 un axe diplomatique, une action diplomatique avec Israël, qui est un pays avec qui le Maroc a toujours entretenu entre guillemets de bonnes relations, parce que n'oublions pas que 800 000 Israéliens sont d'origine marocaine, hein, c'est famille, et au Maroc il y a de grandes communautés aussi d'origine juive. Mais ce qui est important là, c'est qu'au-delà de cet aspect diplomatique, on a décidé de créer des coopérations conjointes entre les deux pays dans différents domaines. Et parmi ces multiples domaines, il y a un domaine très important où Israël est sans doute leader, qui est celui de la gestion des ressources en eau, donc de tout ce qui est l'agtech. Et aujourd'hui, à travers cette synergie, d'entente, comme on disait, à la fois politique, à la fois économique, sociale, on a permis cette survie, donc la survie d'un pays et la possibilité de cultiver de la façon meilleure dans les zones arides et désertiques. Donc je pense que comme le Maroc a pu mettre de côté trouver, on va dire, une synergie entre la diplomatie, l'économie, la politique et les secteurs clés de son économie, l'Europe se doit, et c'est pas moi qui le dis en tant que citoyen, mais il y a des experts aussi qui le mettraient en avant, se doit de créer cette même synergie avec le continent africain, qui est le plus proche géographiquement et qui est celui sur lequel l'Europe devrait miser, parce qu'il y a un capital qui est jeune, qui est capable, qui est motivé, qui nécessite, certes, dans certains cas, de formation, d'un encadrement, de conditions de travail qui soient réglementées et bien sûr à haute valeur ajoutée. On ne va plus là-bas en mode colon du passé et on ne va plus là-bas en mode colon du présent, comme ce peut être le cas des Chinois ou d'autres pays que je connais bien et que je sais comment agissent sur ce genre de territoire. Donc je pense qu'à travers une vision conjointe entre les deux instances qui représentent ces deux continents, et je dirais l'Union européenne et l'Union africaine, il faut trouver ces voies de synergie et ces voies d'impact réel sur ceux qui représenteront les crises de demain, qui sont déjà les crises d'aujourd'hui, bien sûr. Ce sont très clairement des marchés stratégiques. Sur ces marchés, justement, les Américains sont très actifs et offensifs pour défendre leurs intérêts. Le Maroc s'illustre comme une nation efficace en guerre économique. Alors, de ce fait, comment aborder le marché dans un contexte aussi compétitif? Moi, tu sais, Olivier, comme je te disais tout à l'heure, le Maroc a déjà une vision claire du pays qu'il veut être, de l'influence qu'il veut apporter sur le contexte international. Et bien sûr, tout ça est dû à une vision claire du roi du Maroc, Mohamed VI, qui gouverne le Maroc
depuis plus de 20 ans, et qui a fait que de pousser le pays à devenir un acteur clé de la nouvelle géopolitique de l'échiquier international, de cette nouvelle géostratégie euro-méditerranéenne et à la fois panafricaine. Aujourd'hui, le Maroc est sans doute un acteur clé des changements transformateurs de l'Afrique, que ce soit dans le domaine de la tech, que dans les secteurs stratégiques des énergies ou de l'agriculture. Comme je te disais tout à l'heure, le Maroc jouit d'une identité pays, d'une forte identité, donc pays qui a plus de 12 siècles. On connaît bien Al-Andalus, on connaît bien Ibn Battuta, qui était un des premiers géographes et des premiers grands voyageurs du monde, il était marocain, il était à Tanger, donc tout ça nous permet de comprendre la puissance aussi historique sur laquelle se base le pays. Donc à partir de là, le Maroc s'est mis en avant et a voulu créer des nouvelles alliances géostratégiques internationales, et le Covid a paradoxalement permis au pays de se positionner de plus en plus dans ces nouvelles dynamiques, de par une économie qui a voulu être de type résilient, de par son contexte sanitaire, de par ses avancées socio-économiques à la pointe. Voilà. Et tout ça a été fait à travers ce que je classifie souvent dans différentes interviews que je fais, de soft power. Donc, par rapport aux autres pays qui sont habitués à utiliser la force, l'armée, le hard power, etc., le Maroc, lui, a voulu axer tout ça sur le soft power, donc la capacité d'influence. Et comment on le fait? On le fait avec une belle vision diplomatique. Donc, c'est une diplomatie qui peut être à la fois économique, politique, religieuse, sécuritaire, migratoire. Donc, le Maroc a vraiment axé énormément de projets politiques sur cette vision. Et bien sûr, on vise aussi, d'un point de vue pragmatique et progressiste, le développement, la stabilité de l'Afrique du Nord et de la Méditerranée du Sud. Donc, comme je te disais tout à l'heure, j'ai eu la chance d'étudier à l'Université Polytechnique Mohamed VI, à l'école de gouvernance et d'économie, qui a été intégrée récemment par le futur prince héritier Moulay Hassan. Et donc, j'ai pu vivre, on va dire, en première personne, ce genre de vision, ce genre de changement aussi de la part des élites marocaines, qui en fait visent aussi à cette inclusion sociale comme moyen de développement économique et stabilité accrue. Donc, ça fait sans doute du Maroc un pays très important, et un pays stratégiquement très engagé, on va dire, dans ces nouveaux moteurs de changement de la géopolitique moderne.